Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par HelloWork, le premier acteur digital français du recrutement. Depuis 25 ans, HelloWork accompagne les entreprises avec ses solutions. Plateforme de recrutement, CV Tech, site carrière ou encore portail de cooptation. Plus de 50 000 pros RH l'utilisent déjà. Et vous ? Découvrez tout ça sur HelloWork Recruteur. Vous trouverez toutes les offres dans le lien en description de cet épisode. Hello à toutes et à tous et bienvenue sur On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une invitée qui a décidé de ne jamais choisir entre l'impact social et l'efficacité économique. C'est une ancienne entrepreneure dans le médico-social, puis vice-présidente de la 2e région de France. Elle a notamment piloté le campus numérique à l'arrivée de l'école 42 à Lyon. Juliette Jarry est ce qu'on appelle une bilingue public-privé. Elle sait aujourd'hui comment bousculer les institutions tout en gardant l'agilité d'une start-up. Aujourd'hui, je reçois effectivement Juliette, car elle dirige Huggy avec Baptiste Privé, avec un constat qui pique. On traite souvent mieux nos déchets que nos candidats. Sa mission, installer le recrutement circulaire pour arrêter de jeter à la poubelle près de 98% des CV que les entreprises reçoivent. On va parler dans cet épisode de bon sens, de coopétition et de la fin du recrutement jetable. Hello Juliette et un grand merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Florent, merci pour cette introduction. En tout cas, un grand plaisir. Alors je dis ce matin, peut-être que vous allez nous écouter, c'est cet après-midi, ce soir, en faisant un running. Mais nous, c'est le matin, voilà. Donc, on vous partage un petit peu notre vie. Juliette, déjà, un premier sujet, c'est comprendre un petit peu qui tu es, ton parcours, ton histoire, avant de rentrer dans le cœur du sujet. Je crois que tu as choisi l'entrepreneuriat dès la fin de tes études à Sciences Po. Oui, exactement. Qu'est-ce qui t'animait à l'époque dans l'accompagnement de solutions et pourquoi aller vers l'entrepreneuriat si tôt et si jeune? Alors je crois que c'était effectivement un choix qui s'est pas imposé de façon très très naturelle à la base. À l'époque, quand on faisait Sciences Po, on était plutôt parti pour être journaliste, magistrat, pour travailler dans les collectivités territoriales. À la fin de mes études, il y a eu un peu la conjonction de deux choses. La première, c'est que j'avais envie d'être sur quelque chose de très concret et de très opérationnel. J'ai cherché du travail pendant 3 ou 4 mois. À l'époque, il y avait quelque chose qui m'intéressait beaucoup, c'était l'évaluation des politiques publiques. Mais c'était un petit peu trop tôt. Je crois que ça l'est encore un petit peu aujourd'hui. C'était un petit peu trop tôt à l'époque. Chercher du travail, 3 ou 4 mois, ça m'a semblé infiniment long. Et en parallèle, ma grand-mère était en perte d'autonomie. C'était une dame qui, à 89 ans, adorait qu'on vienne un peu la challenger, qu'on vienne un peu discuter avec elle, qu'on vienne un peu lui apporter de la vie dans sa maison de retraite. Et en fait, la conjonction des deux, donc l'envie de faire quelque chose de très concret, cette situation personnelle, m'a amené à créer une entreprise d'aide à domicile qui était un peu un ovni dans le secteur, puisqu'on s'est très rapidement spécialisé sur des pathologies complexes. Donc tout ce qui est accompagnement d'enfants autistes, maladies neurodégénératives, séquelles de trauma crânien, troubles psychiques, avec la volonté ou en tout cas je sais pas si c'était une volonté, mais ce qui a émergé, c'est qu'on a pris un peu le contre-pied de tout ce qui existait sur le secteur. Et donc moi, tous mes collaborateurs avaient un niveau moyen de bac+4, parce que je travaillais beaucoup avec des étudiants en fin de cursus en psychologie, moniteur éducateur spécialisé, etc. Et donc vraiment avec la volonté de travailler sur le maintien, voire le développement de l'autonomie.
Et donc on a à la fois beaucoup travaillé, mis en œuvre des solutions numériques. On a beaucoup travaillé aussi la co-construction des plannings. En termes, c'est vrai, d'organisation RH, c'était une entreprise assez atypique. Où effectivement les intervenants avaient accès à la liste de toutes les missions à pourvoir et se positionnaient sur celles qui les intéressaient. Donc on était vraiment sur cette logique aussi de co-construction et des plannings pour faire en sorte que les missions qui étaient acceptées par les intervenants soient vraiment des missions qui aient du sens pour eux. Et c'est là que tu as mis un peu le pied dans le monde du recrutement quelque part, Complètement. dans cette entreprise, parce que j'imagine que c'est pas à Sciences Po que tu as appris à recruter. Enfin, je serais en tout cas surpris. Peut-être que vous avez eu des cours, mais en tout cas, on forme à beaucoup de choses à Sciences Po, mais je sais pas si on forme sur ce sujet. À l'époque, en tout cas, c'était 2006-2017, cette époque dans ta vie. C'était quoi pour toi le recrutement? Alors effectivement, à Sciences Po, non seulement j'avais jamais été formée au recrutement, mais je pense que la notion même d'entreprise était quelque chose d'assez vague. Hein. On en avait peut-être parlé 4 fois, mais sous un angle très très macroéconomique. Et donc j'ai découvert, je me suis formée sur le tas quelque part. J'ai vraiment appris en faisant. C'est vrai que dans cette entreprise, on a recruté des centaines, voire des milliers de collaborateurs en 11 ans, puisque le recrutement est vraiment le cœur d'activité dans l'aide à domicile, avec un turnover qui est évidemment très très fort. Donc on est en permanence en train de chercher des nouveaux collaborateurs. Et puis c'est une entreprise qui s'est aussi développée au fil du temps. On avait une cinquantaine de collaborateurs à la fin. Donc comment tu fais? Tu apprends. Tu te trompes évidemment, puisque je pense que c'est une des choses les plus compliquées que de recruter, entre les personnes qui savent très bien se vendre mais qui dans les faits ne sont pas à la hauteur des promesses, et au contraire des personnes qui quand tu les reçois en entretien sont extrêmement timides et savent pas se mettre en valeur. Moi une des meilleures collaboratrices que j'ai eues, c'est quelqu'un dont l'entretien avait été catastrophique. Donc parfois il faut aussi faire confiance à son intuition. Donc t'apprends sur le tas. Et puis après on a aussi beaucoup structuré, beaucoup processé quelque part notre façon de recruter au fur et à mesure que l'entreprise s'est développée. Très clair. Et donc à un moment de ta vie, tu décides de t'engager dans le cadre d'un mandat politique auprès de la grande région Rhône-Alpes, Auvergne, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, Rhône-Alpes-Auvergne. Rhône-Alpes. Mm-hmm. Ouais. Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, le gars qui connaît pas sa géographie. Auvergne-Rhône-Alpes. Tu es vice-présidente pendant 6 ans. Pourquoi avoir choisi de réaliser un mandat et de faire bouger les choses par un autre biais que l'entrepreneuriat tel que tu l'avais commencé? Alors c'était pas du tout prévu, pour être honnête. À l'époque, donc on est en 2015. Ma fille a 1 an, mon grand en a 4. J'ai une entreprise d'une cinquantaine de collaborateurs. Donc prendre un engagement politique fait pas du tout partie de mes projets. Mais en fait, on me contacte, donc je suis sollicitée pour prendre la tête de la liste sur la métropole de Lyon, donc dans le cadre des élections régionales. Et si tu veux, au début, je refuse de par le contexte que je viens d'indiquer. Et puis je réfléchis pendant 48 heures en me disant c'est quand même un peu paradoxal, tu vois. J'ai fait Sciences Po, je suis chef d'entreprise, pour autant la politique me semble très très éloignée de mon quotidien, justement parce que je ne m'y reconnais pas. Je me reconnais pas dans le personnel politique. Et là, pendant 48 heures, je réfléchis en me disant mais si je dis non, je pourrais plus jamais me plaindre, parce qu'à un moment donné, on me donne aussi l'opportunité peut-être d'incarner une façon différente de faire les choses, d'amener ce regard du chef d'entreprise, des méthodes aussi différentes. Et puis c'est vrai que j'ai la chance, donc j'accepte parce que je suis aussi curieuse et que j'ai envie de voir comment se passent des élections dans les coulisses, comment se passe une campagne. Et c'est extrêmement riche aussi d'apprendre ça en tant que citoyen. Et on gagne les élections. Et j'ai la chance qu'on me propose une délégation qui est absolument passionnante. Donc dans un premier temps, j'ai une double délégation. Donc j'ai l'économie de proximité, le commerce, l'artisanat, les professions libérales, l'ESS et le numérique. Et au bout d'1 an, je demande à ce que cette délégation elle soit resserrée sur le numérique, parce que c'est déjà un sujet qui est très très prenant, avec tous les enjeux de développement des infrastructures, de déploiement des infrastructures numériques, donc 4G, 5G, résorption des zones blanches de téléphonie mobile et
la construction du campus numérique, qui est un très très gros projet aussi, en plus de toutes les enjeux d'IA, de cybersécurité. Donc pendant un an, je fais les deux. Au bout d'un an, je resserre cette délégation. Et c'est un mandat qui est passionnant. Et le parallèle que je fais avec mes fonctions en tant que chef d'entreprise, c'est que dans les deux cas, la question des ressources humaines est au cœur en fait des sujets. En tant qu'élu, moi je me déplace beaucoup sur le territoire. La première chose que les chefs d'entreprise et les équipes de manière générale partagent avec moi, c'est leur difficulté à trouver des ressources humaines pour faire face au carnet de commandes qu'ils ont. Donc dans les deux cas, je vis en fait cette question de l'enjeu des ressources humaines, d'identifier les bonnes ressources humaines, de les garder, de les former. Donc autant en tant que chef d'entreprise qu'en tant qu'élu dans cette fonction de vice-présidente. Ok, très très clair. Donc tu réalises un mandat de 6 ans, ce qui est déjà un beau mandat, et bravo, parce que comme tu le dis, on est souvent très critique de nos hommes et femmes politiques, mais il faut aussi avoir le courage de s'engager et de le vivre. Et puis un jour tu rejoins donc Baptiste pour porter le mouvement Huggy, parce que le projet t'a dû te paraître, j'imagine, à un moment une évidence pour toi. Quelle est la conviction profonde qui t'a fait dire c'est là que je dois être maintenant, et puis on va venir effectivement sur ce que vous faites et vos convictions aujourd'hui au sein d'Huggy. Oui, alors j'avais déjà toujours dit que je ferais qu'un seul mandat et que c'était un peu mon CDD de mission, justement ma contribution à la chose publique, et donc qu'à la fin du mandat je retournerai vers l'entrepreneuriat qui est un peu mon ADN. Alors dans un premier temps plutôt sur des fonctions d'accompagnement, parce que je te cache pas que le mandat est quelque chose d'assez intense. La région Auvergne-Rhône-Alpes est une grande région, on a monté pas mal de projets, donc à la fin du mandat je veux pas tout de suite revenir en première ligne, donc plutôt sur de l'accompagnement à la fois d'entreprises industrielles, d'acteurs de l'enseignement supérieur, de start-up. Et dans ce contexte d'accompagnement, je rencontre Baptiste, parce qu'on se connaissait déjà de nos premières vies entrepreneuriales, et Baptiste me présente son projet, et je dis mais c'est tellement évident ce que tu es en train de monter, que je décide de l'aider dans un premier temps plutôt en faisant des connexions, en l'aidant un peu à se faire connaître. Et puis j'accroche vraiment avec ce projet et j'accepte en 2024 d'en prendre la direction générale, donc de façon plus opérationnelle à ses côtés, pour l'aider à faire grandir cette entreprise et ce mouvement. Et voilà, Huggy, qu'est-ce que c'est si on doit le résumer un peu? Donc Huggy, c'est une entreprise à mission qui est à l'origine du mouvement du recrutement circulaire. C'est une entreprise qui a été créée en 2022. Le mouvement en lui-même a été lancé en 2023. Et l'idée, si on doit schématiser un petit peu, c'est de dire que on veut créer la filière de revalorisation des bons candidats, basée sur un constat qui est fort, qui est qu'aujourd'hui, en France, on a chaque année des millions d'entreprises et d'employeurs qui mènent des millions de processus de recrutement avec des millions de candidats. Et tout ça aujourd'hui est mené en parallèle et en silo. Et on sait que le recrutement est une logique en entonnoir, que tu vas au fur et à mesure de ton processus qualifier des compétences, des aptitudes, des savoir-être chez ces candidats. Certains de ces candidats que tu vas amener jusqu'en shortlist et qui seront à 98% de la ligne d'arrivée, sauf que la plupart du temps, il n'y a qu'un seul poste à pourvoir. Donc ces candidats que tu as qualifiés, que tu as fait venir parfois 3 fois, 5 fois, 8 fois en entretien, en 10 secondes, tu vas les appeler et leur dire merci beaucoup, bonne chance pour la suite, ce sera pas vous. Et donc, de ces candidats qui étaient à un cheveu de la ligne d'arrivée, pour lesquels parfois ça s'est joué à rien du tout, ça peut être une durée de préavis qui est un peu plus courte chez l'un chez l'autre, ça peut être un fit relationnel avec le recruteur, ça peut être une compétence spécifique qui est un peu mieux maîtrisée. On sait que ce sont des bons candidats, mais de 98% de la ligne d'arrivée, ils vont retomber à 0% dans le couloir d'à côté et devoir tout recommencer. Et l'idée, c'est de se dire que cette somme informationnelle à très haute valeur ajoutée, aujourd'hui, quelque part, on la met à la poubelle. Et donc, côté entreprise comme côté candidat,
on recommence tout depuis le début à chaque fois. L'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on pourrait quelque part optimiser tout ça, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de réfléchir à un modèle qui soit à la fois plus vertueux, plus efficace et plus bienveillant, et qui permette donc aux entreprises de s'inscrire dans une démarche responsable, de prendre 1 minute 30 à la fin d'un processus de recrutement pour recommander les bons candidats qu'elles ont vus et qu'elles ont appréciés, mais à qui, pour une raison X ou Y, elles ne peuvent pas proposer d'opportunités professionnelles pérennes. Et par extension, ça s'applique aussi à un super stagiaire, un super alternant, un super collaborateur en CDD avec qui tu as apprécié de travailler, mais là aussi, pour des raisons X ou Y, tu ne peux pas leur proposer d'opportunités. Et donc, tu les aides à rebondir beaucoup plus rapidement vers une autre entreprise, en général du même bassin d'emploi, qui a un besoin similaire au même moment. Et comme on est dans cette logique circulaire, à un instant T, tu fais cet acte responsable et bienveillant d'aider ce candidat ou cet ancien collaborateur, mais quand tu as toi-même des besoins, tu bénéficies des recommandations de tes pairs. D'accord, il y a une sorte de donnant-donnant. Alors j'ai pas mal de questions autour de tout ça parce que je trouve ça assez différent. Déjà la première question qui est plus une question un petit peu de choix. Pourquoi le Guide est une entreprise à mission? Pourquoi vous avez fait ce choix à la création de Guide d'aller sur ce statut et pas sur un statut classique d'entreprise dit SAS ou SARL dit classique, on va dire? Alors on a une entreprise classique entre guillemets, mais on a vraiment voulu rajouter cette couche supplémentaire parce que pour nous elle fait complètement sens. Notre mission, c'est de contribuer à fluidifier le marché de l'emploi. Donc on voulait vraiment s'inscrire dans et inscrire cette volonté-là dans nos statuts et dans notre façon de penser l'entreprise au quotidien. On est quelque part ce connecteur d'entreprises engagées, donc il nous semblait assez logique qu'on l'incarne nous-mêmes par ce statut d'entreprise à mission. Ok. Alors j'ai envie de revenir sur ces entreprises. J'ai lu un petit peu tout ce que tu as dit sur différents médias. Tu parles souvent de coopétition. Et comment est-ce que tu arrives à convaincre des entreprises de recommander quelque part leurs meilleurs candidats à d'autres qui sont peut-être parfois leurs concurrentes sur le bassin d'emploi ou concurrentes business? Ce qu'on dit aux entreprises, c'est vous n'allez pas non seulement dire à un candidat que vous ne le prenez pas, mais en plus l'empêcher de trouver quelque chose. Donc, si le candidat, il est bon, de toute façon, derrière, il trouvera un emploi. Mais si vous, par cette minute 30 que vous lui accordez en plus, vous l'aidez, vous allez travailler votre marque employeur, vous allez vous inscrire dans une démarche RSE qui est aussi valorisable. Et puis, il y a plusieurs choses. D'une part, on connaît très bien cette logique de plus en plus forte de candidat ou de collaborateur boomerang, donc il va se souvenir de vous et potentiellement à un moment donné aussi revenir vers vous sur d'autres sujets. Et puis, n'oublions pas que, notamment pour des entreprises qui sont en B2C, le candidat, c'est aussi un consommateur. C'est une entreprise que tu traites mal ton candidat, il peut dire, vraiment, j'ai pas été bien accompagné, ou j'ai pas eu de réponse, ou je vais aller voir la concurrence. Donc, il y a aussi cet enjeu-là derrière, on va dire de positionnement global de la part des entreprises. Et puis après, comment est-ce qu'on les convainc? Il y a quelque chose d'assez viral dans le recrutement circulaire, qui est vraiment une approche à la croisée de ces trois sujets, du recrutement, de la marque employeur et de la RSE, puisque le recrutement circulaire est un label que les entreprises peuvent valoriser à partir du moment où elles adhèrent au mouvement, où elles signent la charte du recrutement circulaire. Elles peuvent le valoriser dans leur communication par rapport à leurs candidats, évidemment. Elles peuvent le valoriser dans leur relation avec leurs prestataires. Elles peuvent le valoriser aussi dans leur relation avec des institutionnels. On a des adhérents, par exemple, au mouvement, qui nous ont notamment rejoints parce qu'ils voulaient pouvoir mettre dans leur réponse aux appels d'offres pour les marchés publics qu'ils étaient engagés dans cette démarche responsable. Ça rentre dans le cadre des clauses sociales, des clauses d'insertion auxquelles les entreprises sont tenues aussi dans ce cadre-là. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles les entreprises rejoignent ce mouvement. Ça peut être parce que c'est des toutes petites entreprises qui n'ont pas structuré la fonction RH et qui ont envie de gagner du temps dans leur sourcing et de diminuer leurs coûts de recrutement. Ça peut être des très grands groupes qui ont envie effectivement de s'inscrire dans une démarche responsable. Il faut savoir aussi que
le recrutement circulaire a été reconnu comme une externalité positive du recrutement par les commissaires aux comptes. Donc on délivre des attestations qui sont contributives aux obligations extra-financières des entreprises. Donc ça fait partie aussi, tu vois, des raisons qui peuvent faire qu'une entreprise rejoint le mouvement. Alors concrètement, comment ça marche? Moi, je suis recruteur ou RH dans une entreprise adhérente. Je recrute quelqu'un pour mon poste, mais j'ai un deuxième candidat, une deuxième candidate qui est de valeur. J'envoie son CV aux entreprises qui sont adhérentes. Comment est-ce que ça fonctionne techniquement et comment s'assurer qu'effectivement ce candidat, ce deuxième candidat, du coup, ce candidat non retenu par moi, il est OK déjà? Parce que j'imagine qu'il faut son accord. Enfin, je sais pas comment fonctionner, mais j'imagine qu'il faut son accord. Est-ce que toutes les entreprises qui sont adhérentes reçoivent le CV ou est-ce que c'est une sélection faite par l'entreprise qui propose le CV et le candidat qui peut-être se dit mais moi cette entreprise m'intéresse, celle-là ne m'intéresse pas. Comment est-ce que vous fonctionnez pour que tout ça ce soit fluide et qu'au bout du bout, c'est l'objectif, le maximum de personnes soient embauchées rapidement et les entreprises n'aient plus de postes vacants à traîner? Ça fait beaucoup de questions. Ouais, j'ai beaucoup de questions. Vas-y, allez, je te laisse. En fait, concrètement, j'ai envie de me dire... comment ça se passe? Je suis RH, j'ai adhéré, j'ai un super CV, je fais quoi? Alors, donc, quand tu adhères, la logique, c'est vraiment une logique hybride. C'est-à-dire que quand tu adhères, tu as à la fois accès à une plateforme qui permet effectivement d'être le plus efficace possible, de consolider les informations, etc. Et en même temps, tu as un accompagnement humain par ce qu'on appelle en bon français un customer care, donc une interlocutrice dédiée chez Huggy qui t'accompagne pendant toute la durée de ton adhésion. Donc quand tu adhères, tu vas avoir accès donc à cet espace pour ton entreprise, sur lequel tu vas pouvoir à la fois recommander les bons profils que tu as vus et que tu ne peux pas prendre, et en même temps accéder à ce qu'on appelle un matchboard, c'est-à-dire l'endroit où tu vas pouvoir venir mettre toi-même tes offres et en face duquel tu vas avoir des candidats qui vont matcher. Donc si on prend par le début, tu recommandes, voilà, tu as eu un super alternant par exemple, tu veux l'aider à trouver son premier emploi. Donc tu vas prendre 1 minute 30, 1 minute 28, temps moyen constaté, sur la plateforme pour le recommander. Et c'est très simple, tu vas mettre son prénom, son nom, son adresse mail, le contexte dans lequel la recommandation intervient. Tu vas rédiger ton texte en disant par exemple que c'est un super alternant, toujours ponctuel, très souriant, qui t'a beaucoup aidé dans la structuration de tes bases de données, dans l'animation de ton réseau d'adhérents. Tu vas dire que c'est quelqu'un, tu peux sélectionner aussi des soft skills, tu peux dire que c'est quelqu'un qui est autonome, qui est responsable, qui s'exprime bien, etc. Et tu vas valider cette recommandation. C'est toujours une proposition de recommandation, c'est-à-dire que le candidat va recevoir un mail en disant « Florent vient de faire quelque chose de super pour vous, est-ce que vous acceptez sa recommandation ?» Puisque évidemment on est compatible RGPD et on va aller recueillir le consentement explicite du candidat pour cette recommandation. Quand il l'accepte, ça va lui créer gratuitement son espace sur la plateforme et il va pouvoir venir après lui-même rajouter son CV, sa page LinkedIn, une vidéo, tout ce qui lui permet de valoriser son profil. Mais c'est surtout là qu'il va retrouver sa ou ses recommandations consolidées, puisque en plus de la tienne, il peut aller en chercher d'autres. Une fois que tu as recommandé un candidat ou un ancien collaborateur, tu as aussi un espace qui te permet de suivre son parcours et de savoir s'il est toujours en recherche active, s'il a trouvé notamment grâce à toi. Ça peut te permettre aussi de le réactiver. Par exemple, tu as un nouveau poste qui s'ouvre, tu vois qu'il est toujours actif, en recherche active, tu peux aller le ressolliciter aussi par ce biais-là. Donc ça, c'est le volet recommandation. Et puis après, effectivement, si tu as des besoins de recrutement, tu vas venir mettre sur ton matchboard ces besoins. Et en face de ce besoin, tu vas avoir des candidats qui vont matcher, entre guillemets. Un candidat qui match, c'est pas un candidat qui, dans l'absolu, pourrait correspondre à ton besoin. C'est un candidat qui s'est positionné parce qu'il a reçu sur son espace ton offre et qui dit, moi, je suis intéressé par cette offre et par cette entreprise. Donc directement, en fait, tu as le bout de ton sourcing. Tu as un candidat qui est recommandé par un de tes pairs, qui est en recherche active et qui dit « moi, cette entreprise et cette offre-là, elle m'intéresse ». Donc tu n'auras pas sur ton matchboard 150 candidatures, tu auras 3 ou 4 candidatures très pertinentes, très qualifiées et qui sont disponibles. Donc que tu peux contacter en fait directement. D'accord, donc du coup, c'est pas une CV Tech géante, entre guillemets, où tu fais ton marché.
Non. Alors, tu Ouais. peux avoir, j'expliquerai, enfin, donc, on fonctionne aussi avec des logiques de cercles d'entreprise sur des bassins d'emploi et sur des secteurs d'activité. Là, de façon opportuniste, dans un cercle, tu peux voir tous les profils qui viennent d'être recommandés par un de tes pairs, à partir du moment où ils ont accepté d'être visibles. Donc là, tu peux voir de façon opportuniste. Mais vraiment, la logique du matchboard, c'est une logique sur laquelle tu n'accèdes qu'à des profils extrêmement pertinents et ciblés par rapport à ton besoin. Ok, c'est extrêmement clair. Est-ce que tu peux nous citer si tu as le droit, des noms d'adhérents avec des résultats concrets qui prouvent qu'effectivement, Huggy, ça fonctionne, quoi. Oui, bien sûr. On a des adhérents qui sont très très variés. On a des très grands groupes comme Framatome, ArcelorMittal, BNP Paribas. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais fait un échange avec Pierre-Henri Avrin il y a pas longtemps. Exact. Apicil, le groupe Atlantique, APF, JC Deco, des acteurs institutionnels. Mais Ok. on a aussi des toutes petites entreprises où effectivement, elles n'ont pas structuré la fonction RH et elles ont besoin d'être accompagnées. Un exemple qui est assez parlant, JC Deco, par exemple, il y a un poste de responsable marque employeur sur lequel on les a accompagnés. C'est un poste sur lequel habituellement ils reçoivent 1600 candidatures, ce qui est en fait l'enfer pour eux à traiter, et ce qui est pas si rare que ça. Dans cette logique de recrutement circulaire, on leur a présenté que 4 ou 5 profils, et sur ces 4 ou 5 profils, ils ont trouvé la bonne personne. Donc ils se sont économisés le temps de traitement de 1596 candidatures. Donc, si tu veux, le ROI, il est assez vite calculable dans ces cas-là. On a aussi une entreprise lituanienne, par exemple, qui recherchait, pour s'implanter en France, le grand patron qui allait prendre la tête de la filiale française. C'est un profil qu'on a trouvé en 3 semaines. Ok. Du coup, les profils qui sont d'ailleurs sur Huggy sont très variés. Ça va Très. du cadre dirigeant même, à ce que j'entends, à aussi peut-être des postes d'ouvriers, d'opérateurs, de techniciens, de service à la personne. Est-ce que vous vous êtes mis une limite du coup à ça ou pas du tout? Alors, les profils sont très variés et ça correspond vraiment aussi à notre souhait en tant qu'entreprise à mission d'être généraliste et de fluidifier le marché de l'emploi de manière générale. Donc on a effectivement aussi bien un jeune alternant qui vient de terminer, qui cherche son premier emploi, des opérateurs dans l'industrie comme des membres de Comex. Donc c'est extrêmement varié dans les fonctions comme dans les secteurs d'activité. Après, les profils qu'on va avoir, ils vont aussi dépendre de ces cercles dont je parlais tout à l'heure et qu'on crée. Quand on crée un cercle, par exemple, sur la métallurgie ou sur la plasturgie, on va avoir de fait beaucoup plus de profils sur ces métiers-là. Par exemple, on a en Saône-et-Loire un cercle avec notamment l'UIMM et un certain nombre d'acteurs institutionnels. Dans ce cercle-là, qui est un cercle industriel, on va avoir beaucoup de profils industriels. Et si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que les entreprises, quand elles rejoignent ce cercle, elles le font de manière simultanée. C'est-à-dire que on lance un cercle à partir du moment où on a 10-12 entreprises qui arrivent en même temps, donc qui partagent un intérêt commun sur un bassin d'emploi. Et donc, elles signent la charte du recrutement circulaire en s'engageant elles-mêmes à recommander un certain nombre de profils. Et si tu veux, dans ce cercle qu'on vient de constituer, on a un engagement de 300 recommandations de profils par les entreprises qui se sont engagées, si tu veux, quand elles arrivent. Elles disent, voilà, nous, sur l'année qui vient, on s'engage à recommander X profils. Et notamment, ce qui est intéressant dans cette logique de cercle, c'est qu'on va retrouver à la fois des grands groupes qui s'engagent. Typiquement, Framatome s'est engagé aussi parce que sur le territoire, ils sont vus un peu comme une entreprise qui va avoir tendance à aspirer tous les candidats. Donc ils voulaient aussi, en s'engageant dans cette démarche, avoir une approche responsable par rapport aux autres entreprises du territoire, en disant voilà, si moi je vois des bons candidats que je peux pas prendre, je m'engage à les recommander aux autres entreprises de l'écosystème, aussi parce que ces entreprises font parfois partie de ces sous-traitants. Et donc on est sur une logique systémique qui est intéressante, qui est de dire que quand un sous-traitant d'un grand groupe trouve les ressources humaines dont il a besoin, ça a des répercussions positives sur l'ensemble de la chaîne de valeur.
Ah oui, alors je partage à 200%. Moi, j'étais RH dans un grand groupe industriel dans le monde de l'électronique, hein, qui s'appelle ST Microelectronics, hein, donc, Bien sûr. et qui est bien connu. Et quand une usine de ST s'implémente, c'est 3000, 4000, 5000 salariés, donc c'est gigantesque. Et vous amenez aussi tous les sous-traitants qui sont autour. Mais effectivement, le sujet, c'est quand vous passez une annonce, vous avez les salariés, les sous-traitants qui postulent, vous êtes en compétition avec vos sous-traitants, et c'est plus dur pour eux, évidemment, de lutter. Donc, en même temps, c'est votre client, mais en même temps, c'est votre compétiteur recrutement. Donc, ce qui génère beaucoup d'effets, des fois difficiles à gérer. Je comprends effectivement bien. Ça, Et c'est de vraiment, tension, même ouais, plus largement sur le territoire, parce qu'effectivement, quand tu as une grande entreprise qui s'implante, toutes les entreprises autour sont extrêmement inquiètes parce que tu as des impacts sur les infrastructures, sur il va y avoir peut-être plus de bouchons, le prix de l'immobilier qui va augmenter, enfin tu as tout ça aussi qui génère de l'inquiétude. Et donc quand une entreprise dit quelque part, moi je vais non pas compenser, mais je vais être dans une démarche responsable sur les enjeux de recrutement pour au moins sur ce sujet-là pouvoir avoir un impact positif sur le territoire. C'est-à-dire que oui, effectivement, je vais attirer beaucoup, mais je vais aussi en faire bénéficier autour l'écosystème. C'est vrai que ça permet d'apaiser un petit peu les tensions sur des bassins d'emploi. ouais, très, très, très clair. Tu as parlé à un moment de la charte du recrutement circulaire. Donc, c'est un document qu'une entreprise doit signer si elle décide de rejoindre Oui. le mouvement, à ce que je comprends. C'est quoi les engagements qui sont non négociables dans cette charte? Si on avait deux, trois, ou t'as envie de citer, où tu dis, bah, si vous signez, messieurs, mesdames, voilà aussi vos engagements. L'engagement, il est très simple. En fait, nous, on veut pas avoir d'entreprise qui soit consommatrice dans ce mouvement parce que Eh cette oui. logique de circularité, elle ne fonctionne que si tu donnes pour recevoir. Si tu as quelqu'un qui arrive uniquement en disant moi je veux tout prendre, forcément le mouvement ne fonctionne pas. Donc en fait l'engagement majeur qui est dans cette charte, c'est un engagement de recommandation des bons profils que tu as vus, donc soit effectivement à la fin d'un processus de recrutement, soit à la fin d'une période de collaboration. Et c'est cet engagement qui est effectivement suivi sur la plateforme, c'est-à-dire qu'une entreprise, quand elle se connecte sur la plateforme, elle voit là où elle en est de l'atteinte de ses objectifs en temps réel. Ok, très très clair. Sur les entreprises, tu as cité des noms de grands groupes, tu as cité des noms d'entreprises aussi plus petites. Euh, euh, Est-ce que du coup vous vous êtes intéressé aussi aux, je sais pas, aux agences d'intérim, aux cabinets de recrutement qui voient des tonnes de candidats qui par définition n'en sélectionnent qu'une toute petite partie? Est-ce que vous les voyez comme des entreprises qui pourraient adhérer au mouvement ou pas du tout du coup parce que c'est un business un peu particulier à côté? En fait, la problématique, c'est que souvent, alors évidemment, on a des exceptions, mais souvent, ils voient les candidats de façon assez captive, donc ils n'ont pas forcément intérêt, de par leur modèle économique, à les recommander sur la plateforme. Après, encore une fois, on a des contre-exemples de cabinets qui peuvent recommander des profils. Nous, notre objectif, il est plutôt effectivement de cibler les entreprises directement. Après, ça peut arriver effectivement qu'on ait des cabinets ou des agences d'intérim qui souhaitent, parce qu'ils ont un positionnement très responsable, recommander, et auquel cas ils sont évidemment les bienvenus dans ce contexte-là. Ouais, parce que je pense que c'est compatible pour avoir eu un cabinet à une époque, en avoir un aujourd'hui spécialisé sur la fonction RH hein, pure. Moi, je trouve que ça a du sens. Oui, effectivement, mais ta valeur n'est pas dans. Enfin, ça me fait toujours marrer quand j'entends un cabinet dire ma valeur c'est mon vivier. Non, ta valeur c'est pas ton vivier. C'est pas ça qui va faire que tu vas réussir ou Mm. pas. C'est le réseau que tu vas garder et peut-être que même aider un candidat à retrouver un emploi. Tu soignes ta marque employeur, tu soignes ta marque commerciale et donc, en fait, tu peux avoir soit la version, ce sont mes candidats à moi que je ne partagerai jamais, etc., qui est totalement une hérésie, parce que de toute façon, le candidat, il n'est pas exclusif, à quelque chose de très positif et très vertueux pour tout le monde. Mais, Complètement. En fait, ce que tu soulignes, c'est que ouais, c'est vraiment un état d'esprit. ouais, j'en suis intimement convaincu. On va en parler pour Orenda. Je vais t'en parler, Julia. On en parlera en off. Bref,
Alors moi, quelque chose que j'ai retenu, que je trouve extrêmement pertinent, parce que tu as parlé effectivement des candidats qui postulent à un job et qui sont malheureusement, je dirais le Raymond Poulidor, le numéro 2, alors, expression de vieux, Raymond Poulidor, hein, pour les plus jeunes, vous allez sur Internet. Mais tu as parlé aussi de quelque chose que je trouve extrêmement pertinent, ce sont les situations de départ. Tu as parlé des stagiaires, tu as parlé des alternants, tu as parlé d'une fin de CDD. Je trouve ça extrêmement intelligent parce que soigner son offboarding aujourd'hui fait partie de l'expérience collaborateur et de sa marque employeur. Et puis un collaborateur qui part peut être un promoteur et non pas un détracteur. Donc il y a plein de manières de le gérer. Est-ce que du coup vous êtes intéressé aussi peut-être aux collaborateurs qui subissent un plan de départ volontaire, un plan social d'une entreprise et votre solution peut être aussi une aide sur un bassin d'emploi, par exemple, je pense à la revitalisation d'un bassin d'emploi, de trouver des opportunités à des hommes et des femmes qui malheureusement perdent leur job pour des raisons économiques. Oui, complètement. Et c'est vraiment un sujet qui est en train d'émerger de façon assez forte. Tout ce qui est effectivement les enjeux de reclassement, les PSE. Là, on est en train de monter un cercle sur la plasturgie dans le Haut-Bugey, donc dans l'Ain. Où dans le cercle, on aura aussi bien des entreprises qui recrutent qu'effectivement une ou deux entreprises qui sont dans ce contexte-là de devoir licencier des collaborateurs. Et tout l'enjeu, il est effectivement de pouvoir diminuer le temps de latence entre le moment où tu dois partir d'une entreprise et le moment où tu peux rebondir dans une autre. Et cette logique de recommandation, elle le permet. Et elle le permet, je dirais même, encore peut-être plus de façon plus intéressante, je sais pas, mais en tout cas plus innovante sur une logique de transférabilité de compétences. On sait qu'on a des grandes mutations de l'emploi qui sont en cours. On sait qu'on a le secteur de l'automobile ou du retail qui vont pas forcément très bien. Au contraire, on a le secteur du nucléaire ou de l'industrie agroalimentaire qui sont en train de recruter de façon massive. De la défense, évidemment. Et donc l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut aussi accompagner dans le cadre de ces mutations de l'emploi des transférabilités de compétences d'un secteur à un autre. Typiquement, on travaille avec des banques qui cherchent des chargés de relations clientèle, qui les cherchent, parfois toujours un petit peu dans les mêmes couloirs, qui ont du mal à les trouver. Et beaucoup de recrutements qui ont été faits dans cette logique de recrutement circulaire, peut être des gens qui viennent du retail. Donc pour caricaturer, quelqu'un qui était vendeur chez Darty ou boulanger, qui avait l'habitude de vendre d'extension de garantie, d'avoir le sourire de répondre aux besoins des clients. Et donc là, il suffit quelque part de former aux produits bancaires spécifiques, mais tout le socle de soft skills est présent. Donc toute cette logique de transférabilité de compétences, notamment dans le cadre de ces enjeux de reclassement, il est extrêmement intéressant. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille nous beaucoup avec le service public de l'emploi, avec France Travail, avec l'APEC, sur tous les enjeux aussi de formation. C'est-à-dire que la recommandation, elle va pouvoir mettre en avant un certain nombre de compétences, d'aptitudes, de soft skills, etc., va pouvoir aussi accompagner cette logique de transférabilité de compétences. Donc, on travaille, et ça revient aussi un petit peu à cette question sur pourquoi une entreprise à mission. On s'interconnecte nous aussi beaucoup avec les collectivités territoriales, avec les régions, avec les agglomérations, avec tous ces acteurs-là qui ont besoin, quand ils connaissent sur leur territoire des gros mouvements d'emploi, de les accompagner pour éviter des situations catastrophiques. Ouais, je pense que je suis ravi de t'entendre sur le sujet, parce que c'est la question que j'avais sous-jacente, quid des relations avec les pouvoirs publics, donc avec France Travail en particulier, et bien évidemment la PEC. Mais effectivement, je pense que là, il y a quelque chose à faire quand on entend malheureusement encore qu'il y a X dizaines, centaines de milliers d'offres d'emploi qui tous les jours ne sont pas pourvues, et certaines depuis des semaines, voire des mois, et qu'à côté, il y a un taux de chômage qui remonte un petit peu, là, qui est à 7,9, il y a quand même quelques interrogations, au-delà évidemment du matching de compétences et d'adéquation entre les attentes et les besoins. Mais voilà. Et le regard de France Travail est positif. Comment est-ce que eux sont moteurs aussi pour peut-être encourager les entreprises à utiliser Huggy? Oui, on a la chance d'avoir vraiment le soutien, que ce soit de France Travail ou de l'APEC,
sur cette innovation. Ils le soutiennent de plein de façons. Donc on a eu la chance d'avoir des expérimentations qui ont pu être cofinancées pour tester le dispositif. On a eu la chance aussi que sur certains, tu sais, il y a ce qu'on appelle des méthodes de recrutement par simulation. Oui, MRS. Et donc exactement les MRS. On a eu une expérimentation, par exemple en PACA avec France Travail. Et l'APEC, où par exemple des personnes en recherche d'emploi qui avaient été validées dans le cadre du MRS mais qui ne trouvaient pas tout de suite pouvaient être recommandées par France Travail sur la plateforme pour leur donner une chance supplémentaire. Donc on a vraiment cette très bonne, ce travail en très bonne intelligence avec eux. Je pense que ça offre vraiment une façon différente et très complémentaire d'appréhender les choses avec ce travail qu'on fait sur les territoires et cette logique de cercle qu'on constitue pour accélérer le retour à l'emploi ou la mobilité professionnelle. Ok. Vous êtes une société à mission, mais vous êtes donc à mission, mais aussi société. Donc une société, elle doit gagner de l'argent, le guide doit gagner de l'argent pour vivre et pérenniser et grandir. Si je deviens adhérent, comment est-ce que ça fonctionne? Je paye une adhésion annuelle, je paye au nombre de CV que je recrute, au nombre de CV que je propose. Enfin, quel est le business model que vous avez mis en place? Et le business model, il est très très simple. C'est une adhésion annuelle au mouvement qui permet de bénéficier de l'ensemble des éléments de communication, de marque employeur, de RSE et d'un nombre de licences recruteurs et de slots pour les besoins en recrutement que tu peux faire varier en fonction effectivement de la taille de l'entreprise et du nombre de recrutements que tu fais. Mais c'est du all inclusive, si je peux me permettre cette formule, où tu prends ton adhésion en fait et quel que soit le nombre de recrutements que tu fais dans l'année, ça ne te coûte pas plus cher. C'est vraiment tout compris. Et ça inclut l'accompagnement en fait par une interlocutrice dédiée, comme je disais tout à l'heure, qui suit vraiment l'entreprise pendant toute la durée d'adhésion et qui peut l'aider, répondre à ses questions, voire parfois faire ce qu'on appelle et ce qu'on adore faire, des matchs atypiques, c'est-à-dire pouvoir pousser des profils de candidats qui, sur le papier, ne cochent pas 10 critères sur les 10, mais dont on est absolument convaincu au regard des valeurs de l'entreprise, de ses spécificités, qu'il faut absolument qu'ils voient ce candidat. Ouais, donc derrière, ce ne sont pas que des algorithmes IA qui font des matchings très automatisés. On est très très attaché là aussi à avoir un système hybride parce que évidemment pour scaler il faut qu'il y ait de l'algorithme. Et quand tu as un commercial qui cherche un job de commercial face à une offre de commercial, il faut que ça se fasse automatiquement. Okay. Mais par contre, il y a toute une partie des matchs, donc ce qu'on appelle justement ces matchs atypiques, qui sont faits non seulement à la main mais surtout à l'humain. Et ça on y tient vraiment parce qu'on considère que c'est tout un pan en fait du recrutement qui ne se ferait pas forcément sinon. C'est-à-dire des candidats qui n'oseraient pas aller vers certaines entreprises parce qu'ils ne se sentent pas légitimes, et à côté de ça, des entreprises qui peut-être ne considéreraient pas cette candidature parce que la façon dont les choses ont été paramétrées fait qu'elles passeraient en dessous des radars. J'ai envie de te poser une question qui n'est pas forcément simple, mais je dirais que si 100% des entreprises françaises passaient au recrutement circulaire et seraient clientes de Guy, est-ce que vous avez mesuré quelque part l'impact que vous pourriez avoir sur le taux de chômage, taux de chômage frictionnel, tu vois, celui qu'on pourrait baisser en étant plus rapide pour matcher les besoins et les demandes? Je pense que si toutes les entreprises passaient au recrutement circulaire, tu aurais plein d'impacts positifs qui peuvent à la fois être des impacts quantitatifs, donc effectivement diminution du temps de sourcing. Nous sur les recrutements qu'on a fait jusqu'à là, on estime qu'on diminue. Alors l'APEC te dit qu'aujourd'hui pour recruter un cadre c'est 12 semaines. Dans la logique du recrutement circulaire, nous on est sur 5,8, donc on diminue par plus de 2 les temps de sourcing. Donc ça déjà c'est un impact qui est non négligeable à la fois en termes d'organisation dans les entreprises, en termes de compétitivité. Enfin on sait très bien que quand il manque un collaborateur dans une entreprise, c'est du chiffre d'affaires qui ne rentre pas, ou c'est les autres collaborateurs qui doivent porter la charge avec tous les impacts que ça peut avoir derrière. Donc effectivement, il y a une diminution du temps de sourcing. T'as aussi une diminution potentiellement des coûts. Et puis côté candidat, ce qui est extrêmement important, et ce qu'on aimerait nous à terme pouvoir mesurer, c'est l'impact sur la santé mentale. On sait très bien que la recherche d'emploi, c'est un temps qui est
un temps parfois de fragilité qui est extrêmement long, complexe, décourageant. Donc d'une part, quand tu termines un processus de recrutement et que quelqu'un prend le temps de te recommander, ça a une valeur en termes de reconnaissance et de bienveillance qui est énorme. Mais si en plus cette recommandation, elle te permet d'avoir un parcours derrière qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus court, ça aussi, là aussi, un impact majeur. Donc je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut tirer comme fil à travers cette logique de recrutement circulaire. Il y a comment est-ce qu'on aide un jeune qui n'a pas de réseau mais qui vient de terminer une alternance, comment est-ce qu'on fait en sorte que les entreprises prennent l'habitude systématiquement de recommander un bon profil qu'elles ont eu pour lui donner un coup de pouce. Comment est-ce que ça peut permettre aussi à des personnes en situation de handicap de devenir beaucoup plus visibles? Comment est-ce que ça peut permettre à des personnes qui veulent se reconvertir d'être considérées par les entreprises justement parce qu'à un instant T, elles ne cochent pas ces 10 critères dont on parlait tout à l'heure. Donc en fait, il y a plein de choses qui peuvent être mesurées. Et puis après, de façon aussi très pragmatique, comment est-ce qu'une entreprise améliore son NPS, comment est-ce que elle améliore sa marque employeur, enfin tout ça c'est des choses qui peuvent aussi être des retombées positives liées à l'adhésion, quoi. Ok. C'est quoi ta vision c'est pas facile comme question, mais comment toi qui a une bonne vision du marché maintenant, du monde du recrutement depuis ta première entreprise, comment tu le vois évoluer? Est-ce que demain le métier de chargé de sourcing, comme on le faisait à l'ancienne, où on passait du temps à aller sur des CV Tech, sur des réseaux sociaux, ou à passer des annonces et à trier, comme tu le disais, 1600 candidatures, est-ce que ça va encore exister dans 10 ans, ou est-ce qu'on va plutôt devenir des animateurs de communautés de talents, en fait, si on recrute? Je pense que si on parle de prospective, il y a plein de choses à dire. Notamment, la première des choses, c'est qu'on est dans un contexte démographique qui va singulièrement changer. Tu vois, en l'espace de 10 ans, on a perdu 200 000 naissances par an. Enfin, je pense que dans les années qui viennent, on va être sur des problématiques qui vont être, enfin, que ça va très sérieusement se tendre, avec aussi quelque chose qui est non négligeable, qui est qu'on est sur des cycles de compétences qui sont beaucoup plus courts. Il y a quelques années, ta compétence, elle était valable 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, ton cycle de compétences, c'est quelques années, voire quelques mois dans certains métiers. Donc, je pense que on a un enjeu qui est majeur aujourd'hui de faire moins mais mieux. Quand, tu vois, il y a pas longtemps, on discutait avec une banque et ils ont fait 3900 recrutements, ils ont reçu 600 000 candidatures. Donc, on en revient à cette idée de dire qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi est complètement dysfonctionnel parce qu'il est basé sur une approche volumique, là où on devrait être sur une approche de pertinence et de qualité. Aujourd'hui, c'est un non-sens absolu que de recevoir autant de candidatures, dont 80% sont non pertinentes. Et donc aujourd'hui, les entreprises doivent acheter des outils, doivent acheter des ATS, doivent dédier des collaborateurs dont le travail est en partie de traiter de la non-pertinence. Donc on a un enjeu, je trouve, majeur à la fois dans l'expérience vécue côté candidat que dans l'expérience vécue côté entreprise, qui est aujourd'hui quand même beaucoup de souffrance, de passer à quelque chose de moins mais mieux. C'est-à-dire tu fais vivre une expérience complètement différente à ton candidat. Si tu as moins de candidatures et que tu as le temps de répondre à toutes les candidatures, nous c'est pareil, on a un acteur qui nous disait il y a pas longtemps, nous on a l'obligation de répondre à toutes les candidatures, mais on met 7 mois pour le faire. Donc si tu veux, c'est pareil, c'est un non-sens. Donc il y a un enjeu qui est pour moi stratégique et majeur à diminuer le nombre de candidatures reçues et à ne plus voir ça comme uniquement un indicateur d'attractivité. Tu n'as pas besoin de recevoir 600 000 candidatures, tu as besoin de recevoir les candidatures qui sont pertinentes pour toi au moment où tu as besoin de les recevoir. Et donc là aussi, c'est un peu un changement d'approche, c'est quelque chose qu'on essaye, nous, à travers le discours, de conscientiser, parce que il est assez peu conscientisé aujourd'hui, qui est de dire, il vaut mieux que tu dédies tes ressources internes à bien traiter les candidatures pertinentes, à bien les accueillir, à bien les onboarder, et puis sur la chaîne dont tu parlais tout à l'heure aussi, à bien les offboarder quand c'est le cas,
parce que l'impact sur à la fois ta marque employeur et ton fonctionnement interne, il peut être majeur. Et on a des acteurs parmi les grandes entreprises françaises qui commencent à tenir ce discours-là, de dire notre enjeu l'année prochaine, c'est de diminuer sensiblement le nombre de candidatures qu'on reçoit. Oui, je confirme. Hein. Je te confirme parce que avec ma deuxième entreprise We Feel Good, donc agence de communication, on accompagne des PME, ETI et quelques grands groupes. C'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Beaucoup plus de CV reçus. J'ai moins de gens en interne pour le traiter parce que j'ai réduit mes effectifs recrutement en plus pendant 2 ans. Donc il y a un effet qui est violent et l'enjeu aujourd'hui c'est effectivement pas plus de CV, c'est plus de bons CV, en tout cas de CV. Alors le bon CV c'est pas le bon mot, mais en tout cas de CV adapté à ma culture fit, à mon culture fit, à mes métiers, etc. Et voilà. Et en face, tu as des outils d'IA qui permettent à des candidats qui trouvent pas de travail et qui essaient de s'en sortir, de postuler à des centaines d'entreprises en quelques minutes. Donc voilà. Donc on a des effets qui sont que tu as très bien décrit, Juliette, et que je ne peux qu'approuver, ça c'est certain. Ouais. Et tu vois, si tu veux, ce système qui est dysfonctionnel, il s'auto-entretient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, tu as 3/4 des candidatures qui n'ont jamais de réponse humaine. Et donc, un candidat qui espère avoir une réponse, il va sur-candidater, et en plus c'est alimenté par le fait que tu as des candidatures simplifiées sur LinkedIn, que tu as effectivement ce système d'IA. Donc c'est un système qui s'auto-entretient, où tu vas générer de plus en plus de candidatures pour espérer avoir un retour, ce qui noie les entreprises effectivement sous un flot qui est pas toujours pertinent. Donc on a un enjeu. Et puis si je dois tirer aussi un petit peu le fil de la réflexion, une des raisons pour laquelle on a monté ce projet, c'est que, et ça c'est peut-être aussi l'ancien élu au numérique qui parle, mais on est d'une naïveté confondante aujourd'hui sur la question de la souveraineté de nos données. C'est-à-dire qu'on est en train de se faire piller toutes nos données sur l'emploi. Et ça, c'est un discours presque un peu militant que je tiens, mais dans un contexte actuel géopolitique qui se tend, c'est un enjeu majeur que de récupérer de la souveraineté sur ces données, sur la façon dont on les pilote et dont on les construit. Ouais, extrêmement clair. Avant de te poser quelques petites questions que j'ai toujours sur mes fins d'épisode, tu m'as convaincu, je suis recruteur dans une entreprise. Pour adhérer, je vais juste sur le site web Huggy-recrutement, mais je mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Et puis j'adhère. Ou est-ce que ou je demande à adhérer? Est-ce qu'il y a une petite nuance entre j'adhère, je paye en ligne et puis let's go, ou est-ce que je demande à adhérer et toi, Juliette ou Baptiste ou quelqu'un d'autre dans l'organisation, vous validez l'adhésion avant de vous l'approuver quelque part? Est-ce que vous pouvez Oui, exactement. Ouais, on a toujours un temps d'échange avec les entreprises qui veulent adhérer au mouvement. Tout simplement en fait pour s'assurer qu'ils adhèrent pour les bonnes raisons. Et puis parce qu'on veut les connaître en fait tout simplement, pouvoir bien les accompagner. Donc il y a toujours un temps d'échange avec en général Baptiste, moi ou quelqu'un d'autre dans l'équipe, mais souvent on aime bien le faire avec Baptiste. Ouais. Vous pourriez dire non, entre guillemets, si vous sentiez pas les choses ou si vous sentiez une entreprise un peu consommatrice et non pas qui voudrait jouer le double échange, on va dire. Oui. En fait, si tu veux, comme c'est vraiment une conduite de changement, quelque part, c'est une approche qui est... je l'ai pas précisé, mais Huggy est une jeune entreprise innovante. Ce qui est très rare sur les sciences humaines et sociales, c'est-à-dire que c'est un statut que tu retrouves souvent sur des startups deep tech. Sur les SHS, c'est très rare. Mais ça vient vraiment reconnaître, en fait, cette innovation qui est portée dans le champ du recrutement. Il y a eu un très bel article, notamment de la Harvard Business Review, qui explique les 7 facteurs clés de réussite du recrutement circulaire. Un des facteurs clés, c'est que la direction doit porter ce sujet-là parce que c'est un sujet stratégique. C'est pas juste un sujet opérationnel, c'est vraiment un sujet stratégique. Et donc, c'est important pour nous de s'assurer que les entreprises qui veulent adhérer, elles le fassent pour les bonnes raisons. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a un sujet que j'ai pas abordé, une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose, un petit mot de la presque fin que tu voudrais apporter, ou est-ce qu'on a fait le tour?
Non, peut-être dire que nous, à la fois notre plus grand bonheur et notre plus grande frustration avec Baptiste, c'est qu'on fait beaucoup d'évangélisation, on fait beaucoup de pédagogie pour expliquer ce qu'est le recrutement circulaire. Tout notre enjeu aujourd'hui, c'est effectivement d'identifier les entreprises ou les dirigeants ou les équipes qui sont dans cette compréhension de ce qui est un petit peu en train de bouger. Donc peut-être plus faire un appel à toutes les entreprises qui ont envie d'innover et qui ont envie d'appréhender ce sujet-là différemment. Notre cible, en tout cas les entreprises auxquelles on s'adresse, c'est toutes les entreprises qui recrutent ou qui licencient, comme on le disait tout à l'heure, et qui ont envie d'appréhender ça de façon différente. Pas juste pour le plaisir de faire différemment, mais parce qu'on est absolument convaincu que c'est plus vertueux et plus efficace d'appréhender les choses comme ça. J'ai 2-3 noms de mes clients à te donner. On en parle en off. Voilà, je pense à des entreprises très clairement, entreprises françaises clairement qui pourraient être de chouettes membres. Mais on en reparle avec grand plaisir. Ouais, off micro. Est-ce qu'il y a une courte anecdote que tu pourrais nous raconter, quelque chose que tu n'as jamais raconté qui t'est arrivé dans ta vie autour du recrutement, parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors, ta vie politique, c'est évidemment intéressant, mais c'est moins un podcast politique. Quelque chose qui t'est arrivé, qui t'a surpris, ou peut-être une réflexion que tu te fais toi sur le monde du recrutement et des ressources humaines, toi qui, comme moi d'ailleurs, n'est pas issu scolairement de ce monde-là. Non, mais il y a quelque chose. Alors, je sais pas si quelque chose qui nous est arrivé il y a pas très très longtemps d'une entreprise qui publiquement porte des valeurs extrêmement fortes de responsabilité et dont l'échange nous a scotché parce que le retour qu'on a eu c'est ah mais non, moi mes 80 000 candidats, évidemment que je les garde pour moi, jamais je les partagerai, pourquoi est-ce que je les aiderais? Donc en fait, si tu veux, ce qui est peut-être parfois un peu décevant et ce dont nous on cherche vraiment à s'éloigner, c'est quand il y a un désalignement entre les valeurs qui sont publiquement affichées et ce qu'on peut constater dans les échanges. Donc pour revenir à ce que je disais, nous on veut vraiment identifier les entreprises qui ont envie d'incarner de façon extrêmement concrète les valeurs qu'elles portent publiquement. Le bon vieux slogan, c'est de la marque employeur, comme moi je milite, c'est faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait. C'est basico-basique, c'est vieux comme le monde, mais si tout le monde déjà faisait ça, on gagnerait du temps, plutôt que de vouloir imaginer l'employeur que l'on aimerait être, mais que l'on n'est pas, quoi. Mais bon, bref. Merci sur cette anecdote. Ne cite surtout pas l'entreprise. Non. Elle se reconnaîtra. Ou pas. Elle m'écoute même pas. Tu vois, je pense qu'elle doit se dire, moi, j'écoute pas des podcasts, je vais pas perdre du temps à écouter des gens. J'ai du travail. C'est pas possible. J'ai 80 000 CV à trier. J'en ferai rien, mais c'est pas grave. Allez. Est-ce qu'il y a des professionnels RH que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast, des personnes qui toi, t'ont marqué par, leur histoire, leur parcours, leurs engagements, qu'ils soient comme toi entrepreneurs ou qu'ils soient dans la fonction RH de manière très opérationnelle et qui essayent de faire un peu changer les lignes à leur mesure, en tout cas à leur niveau. Tu vois, très très spontanément, et c'est pas du tout prévu, mais il y a deux noms qui me viennent en tête. Donc Chantal Lanier qui a piloté recrutement pour les JO de Paris 2024, avec qui j'ai adoré échanger. Et puis quelqu'un qui m'a très agréablement surpris, Thierry Rollin, qui est le DRH de JC2Co, avec qui on a échangé 15-20 minutes et qui nous a dit mais c'est juste évident, en fait, qui a eu justement cette compréhension et cette finesse d'analyse. Oui, quelqu'un qui dirige effectivement les RH d'un très grand groupe et qui s'est intéressé personnellement et qui a impulsé lui-même personnellement le déploiement du recrutement circulaire dans son entreprise. Voilà. Bravo à eux, en tout cas. Et là, on peut les citer pour le coup. Exactement. Surtout JC2Co. Alors JO, c'était fabuleux, mais malheureusement, c'est éphémère. Mais JC2Co, bravo à eux, en tout cas. Et c'est pas un client, hein, j'ai aucune part. Je ne suis même pas actionnaire. Petite question, comment est-ce que tu fais ta veille? Ta veille plus RH. Alors tu fais peut-être une veille entrepreneuriale aussi d'ailleurs. Mais comment est-ce que tu fais ta veille? Comment est-ce que tu t'alimentes dans ce monde où le contenu
est nombreux, riche, et c'est toujours difficile de trouver de l'excellent contenu. Je suis assez sélective parce qu'effectivement, tu peux passer ton temps à lire et à écouter beaucoup de choses. J'ai paramétré effectivement deux, trois supports que j'aime bien, et puis on échange aussi beaucoup avec Baptiste. On a des sources assez complémentaires. Et puis j'aime rencontrer. Voilà, j'aime échanger, j'aime discuter des pratiques des uns et des autres. Après, j'essaye vraiment de pas. Enfin, on peut être dans une surobésité informationnelle. Donc, j'essaye vraiment de sélectionner mes sources. Et puis, je te dis vraiment échanger avec des entrepreneurs. Moi, c'est ce qui me nourrit aussi beaucoup. Donc, c'est essentiellement comme ça que je fais ma veille. Et puis, j'écoute tes podcasts, évidemment. Oh, c'est gentil, mais il n'y a pas que les miens, il y en a d'autres qui sont aussi très très bien. Mais après, je suis d'accord avec toi, on peut pas de toute façon tout écouter. C'est impossible ou tout lire, il y a tellement de contenu de qualité aujourd'hui. Et dernière question, Juliette, si je suis DRH, direction du recrutement, j'ai envie de te contacter. Il y a le site, bien sûr, Huggy Recrutement, mais est-ce que je peux te parler aussi directement sur LinkedIn? T'es ouvert, pas ouvert? Oui, bien sûr. Je réponds toujours sur LinkedIn, donc avec grand plaisir. Ok. Et puis, de toute façon, j'imagine que si on va sur Huggy, le site de Huggy Recrutement que je mettrai en lien, on pourra, si on est intéressé, échanger avec toi, avec Baptiste, pour déjà s'assurer effectivement de l'adéquation entre le besoin de l'entreprise et puis votre ADN, les valeurs que vous portez. Oui, on est très accessible, c'est une petite équipe, donc on répond à tous les messages. À Lyon. Vous êtes à Lyon, je crois, c'est ça? L'entreprise, oui, est née à Lyon. L'implantation historique est à Lyon, mais on intervient sur l'ensemble du territoire. Sur toute la France, ouais, j'imagine. Oui. Okay. Un grand merci, Juliette. Un grand merci à toi, Florent. Pour ton temps, pour ta disponibilité, pour le partage de tes convictions. Bravo et longue vie, Huggy Recrutement. J'aimerais devenir ambassadeur, j'en suis convaincu. Mais on va en parler quand on va arrêter l'enregistrement. Et puis, je te dis à bientôt, en tout cas, Juliette, et merci pour tout. Merci à tout Florent. À bientôt, bonne journée. Au revoir. Au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!